Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Je suis très content de vous présenter ces travaux. Donc je ne vais pas vous refaire le long titre barbare, mais ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est effectivement de prise de décision, de métacognition et surtout de données invasives chez l'humain. Donc pour vous introduire très brièvement ce que c'est que la prise de décision, je pense que vous êtes assez familier avec le concept, ça n'a rien de très complexe en soi. Tous les jours dans la vie, on doit prendre des décisions. Typiquement, cette personne sur cette photo fait face à deux chemins, doit décider, la droite, la gauche, qu'est-ce qui est la bonne décision. Donc ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement modélisé, extrêmement étudié, c'est rien de nouveau du tout dans le monde des neurosciences et des sciences cognitives. Il y a de nombreux modèles qui permettent d'essayer de comprendre la prise de décision, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'accumulation d'évidence. Donc l'accumulation d'évidence, l'idée étant que par exemple quand vous faites face à un choix binaire comme celui de cette personne dans mon exemple, vous allez avoir dans votre cerveau quelque part deux accumulateurs qui vont tout simplement essayer, en utilisant les informations qui sont à votre disposition, d'obtenir de plus en plus d'informations, donc accumuler de l'évidence. Par exemple, le chemin de gauche, il est plus lumineux, il a l'air un peu plus sympa. Le chemin de droite, si vous êtes un peu dans une tendance gothique, peut-être que ça vous plaît. Donc voilà, vous accumulez de l'information, et à un moment ou à un autre, vous allez atteindre un seuil, qui est un seuil décisionnel, qui va être en faveur de l'un ou l'autre des accumulateurs, et donc vous allez prendre une décision qui va être celle qui correspond à l'accumulateur. Donc là, par exemple, vous aimez bien les chemins lumineux, vous allez aller à gauche. Voilà. Donc l'accumulation d'évidence, c'est tout simplement ce modèle-là de la prise de décision. C'est un modèle à la base qui est un modèle mathématique, qui vient des modèles de diffusion et qui a été étudié depuis très longtemps, qui a notamment été défendu par Radcliffe. Et donc c'est un parmi de très nombreux modèles comme la détection du signal, mais la particularité de l'accumulation d'évidence, qui fait que c'est intéressant à mes yeux, c'est que c'est un modèle qui a aussi une application directe au niveau neuronal. C'est-à-dire que ce mécanisme d'avoir de l'activité, donc de l'accumulation quelque part dans le cerveau, il existe vraiment et il a été observé. Donc sur les deux exemples que je vous donne là, c'est une étude qui a été réalisée chez le singe et une autre qui a été réalisée chez l'humain en enregistrement unitaire. Ce qu'on observe, c'est que face à une prise de décision perceptuelle relativement simple, on observe dans le cerveau des neurones qui s'activent de plus en plus, donc qui ont une rampe en activité et qui vont à un moment atteindre un seuil qui va déclencher la décision. Et donc là, ça devient très intéressant puisqu'on a non seulement un modèle mathématique, mais on a un modèle mathématique qui décrit le comportement et l'activité neuronale. Là, ce qui est intéressant dans les deux exemples que je vous montre, c'est que dans le premier, la qualité de la rampe, disons, la rampe est de plus en plus forte en fonction de la qualité de l'évidence, tout simplement. Donc plus vous avez des informations, plus rapidement vous allez pouvoir atteindre un seuil de décision et prendre une décision. Et dans le second cas, ce que je vous montre, c'est que la rampe de l'activité neuronale va pouvoir prédire le temps de réaction. Donc très simplement, si vous avez un temps de réaction court, ça signifie que vous avez rapidement atteint ce seuil décisionnel. Si vous avez un temps de réaction long, voire que vous ne répondez pas, c'est que vous n'avez pas réussi ou mis beaucoup de temps à atteindre ce seuil décisionnel. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que ça nous permet de faire des hypothèses qui nous permettent ensuite d'essayer de comprendre les temps de réaction, d'essayer de comprendre l'intensité de l'évidence qui a été présentée. Donc c'est un modèle qui est complet et qui décrit de l'activité neuronale. Maintenant, pour aller au-delà de la prise de décision, ce qui va être intéressant, c'est que quand on prend une décision, de manière générale, dans le monde réel, on n'a pas nécessairement un retour immédiat sur la qualité de notre décision. Reprenons notre bonhomme perdu dans la forêt. Bon, il a choisi le chemin de gauche parce que ça avait l'air plus sympa, mais dans le fond, peut-être qu'il va se passer quelques kilomètres avant qu'il trouve un panneau, une direction, quelque chose qui va lui indiquer qu'il a eu un bon choix. Et donc en général, on veut avoir un système qui va nous permettre d'évaluer la qualité d'une décision avant que cette décision ait été confirmée par des éléments extérieurs. Ce grand système, je ne vous apprends rien, c'est la métacognition en général, mais ce qui va être intéressant pour nous, c'est que les modèles d'accumulation d'évidence peuvent être étendus pour proposer une explication de la métacognition et notamment des jugements de confiance. Et donc ce qu'on peut avoir, c'est que, comme vous le voyez ici, une fois qu'on a un accumulateur qui a atteint le seuil, ce qui nous a permis de prendre une décision, on va en fait continuer à accumuler de l'évidence, ce qui va potentiellement pouvoir donner lieu à toutes sortes de processus métacognitifs. Donc par exemple, si on a besoin d'estimer notre confiance dans une prise de décision, on va pouvoir évaluer la différence d'évidence accumulée entre les deux accumulateurs, par exemple. Ou peut-être que, en fait, très rapidement, on va avoir de nouvelles informations qui vont arriver, qui vont changer le sens de notre décision. Donc ça va être des changements d'avis. Par exemple, je suis parti à gauche et très vite, pour une raison X ou Y, je réalise que c'est probablement le mauvais chemin et je change d'opinion. Et donc ça donne la possibilité, en tout cas en termes de modèle, d'avoir un modèle de prise de décision qui va au-delà de juste la prise de décision, mais qui, simplement en modélisant de l'accumulation d'évidence, peut aussi inclure des décisions métacognitives, donc des jugements de confiance, et des changements d'avis.
Donc voilà, tout ça c'est très joli. Donc on a un très joli modèle qui correspond à de l'activité neuronale pour la prise de décision et qui a l'air d'être extensible à la métacognition. Et donc maintenant, ce qui va m'intéresser, ce dont je vais vous parler, c'est qu'on va pouvoir essayer d'utiliser ce modèle pour expliquer de l'activité neuronale chez l'humain. Donc la particularité de ce dont je vais discuter maintenant, c'est d'essayer de montrer que dans l'activité neuronale qu'on observe chez l'humain pendant de la prise de décision, en utilisant comme modèle théorique l'accumulation d'évidence, on va aussi pouvoir trouver des traces des jugements de confiance et des changements d'avis. Donc l'hypothèse qu'on a fait, c'est tout simplement que non seulement l'accumulation d'évidence sert la prise de décision, mais va aussi, au niveau neuronal, servir les jugements de confiance et les changements d'avis. Et donc pour ce faire, on a la chance ici à Grenoble de pouvoir travailler avec des participants qui sont épileptiques, donc qui sont implantés dans le cadre de leur parcours de soins avec des électrodes invasives. Et donc on va pouvoir avoir un accès extrêmement précieux à l'activité neuronale avec une résolution spatiale et temporelle qui est largement supérieure à toute autre technologie disponible, que ce soit l'EEG ou l'IRM. Donc on va pouvoir vraiment aller chercher dans le cerveau des neurones qui accumulent de l'évidence. Alors, pendant vous avez une très jolie vidéo ici d'un cerveau d'un de mes patients, mais vous ne l'avez pas, donc tant pis. Mais si vous l'avez. Non, vous ne l'avez pas. Tant pis. Toujours est-il que voilà, donc on va avoir ces électrodes implantées dans le cortex de ces patients épileptiques et on va pouvoir étudier le signal invasif. Et sachant que, petit bémol à cette technique qui est quand même fantastique, on ne va pas contrôler le lieu de nos électrodes. Donc il va falloir un peu composer avec le type d'implantation qu'on a, ce que vous ne voyez hélas pas sur l'écran. Donc maintenant, pour vous décrire un petit peu ce qui se passe, je vais vous décrire ma tâche, mon comportement, et surtout je vais vous dire que fait un bon électrophysiologiste tel que moi face à une situation riche et complexe du monde réel. Ce qu'il fait, c'est qu'il en fait un paradigme ennuyeux. Et donc nos patients, ce qu'on leur fait faire, c'est une tâche de prise de décision perceptuelle qui est la plus simple qui soit. C'est quelque chose de tellement banal que j'aurais honte de vous en parler s'il n'y avait pas un petit twist quelque part. C'est tout simplement un RDK. Donc les personnes regardent des nuages de points et doivent décider si ces nuages de points vont vers la droite ou vers la gauche. Ce n'est absolument pas intéressant, la plupart finissent à moitié endormis. Mais donc il y a deux petits twists. Un de ces deux twists, c'est qu'ils vont répondre en utilisant la souris. Donc ils vont devoir déplacer la souris pour aller cliquer sur une cible qui correspond à droite ou à gauche pour indiquer leur décision. Et un second twist, c'est qu'on va ensuite leur demander d'évaluer leur confiance dans leurs décisions, sachant que ces décisions sont volontairement maintenues à un niveau de difficulté élevé. Donc en général, on a à peu près 70% de réussite. Et donc on va avoir une mesure avec les jugements de confiance de leur métacognition, et aussi avec ces mouvements de la souris, on va pouvoir détecter quand les patients changent d'avis. Et donc ont initialement voulu aller cliquer à droite et vont finalement aller cliquer à gauche. Et ça, c'est aussi extrêmement précieux puisque ça nous permet de regarder dans le cerveau ce qui se passe au moment où la personne change d'avis. Donc une tâche très banale, mais avec un petit twist. Très brièvement, parce qu'on ne va pas se mentir, en électrophysiologie, ce qui nous intéresse, c'est rarement le comportement, mais ce qui se passe dans le cerveau. Le comportement de nos participants épileptiques, on l'a appareillé et comparé avec des patients contrôle, sans grande surprise, puisque les personnes épileptiques ont généralement peu de difficultés cognitives, leurs performances sont similaires à celles de patients contrôle, donc ils sont tout aussi forts que tout un chacun pour dire si des points vont vers la droite ou vers la gauche, et on en restera là pour le comportement. Voilà. Par contre, ce dont on va discuter un petit peu maintenant, c'est d'abord, avant d'aller dans l'analyse du signal vraiment, c'est de modélisation à nouveau, puisque donc notre hypothèse à la base vient d'un modèle, qui est un modèle d'accumulation d'évidence. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est de voir si nos résultats et notre comportement étaient compatibles avec ce qu'on pouvait observer avec un modèle d'accumulation d'évidence. Et donc pour ça, on a utilisé un modèle de diffusion dans lequel on a modélisé deux accumulateurs, tout simplement, qui vont aller vers un seuil, l'accumulateur gagnant décidant de la réponse droite ou gauche, et on a fité ce modèle sur les temps de réaction de nos patients. Donc ça, c'est un modèle qui a été établi à partir de données comportementales, et ensuite ce qu'on a voulu faire, c'est voir est-ce qu'on peut vérifier notre hypothèse sur la métacognition à partir de ce modèle comportemental. Donc on a étendu l'accumulation d'évidence à une période qui suivait la décision initiale, et on a essayé de voir si, en fonction de cette évidence accumulée, on pouvait prédire la confiance et les jugements de confiance de nos patients. Et il s'avère que oui, donc ce que vous avez à droite et à gauche, ce sont les données prédites versus les données réelles. Et donc ce que vous pouvez voir à l'œil assez rapidement, c'est que c'est extrêmement similaire. Donc en fait, il semblerait qu'avec notre modèle d'accumulation d'évidence, on ait des performances de prédiction des jugements de confiance, donc de la métacognition, qui sont extrêmement élevées. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour nous. Et ensuite, on va s'employer à essayer de voir dans le cerveau si on peut trouver le même type de lien. Voilà. Et donc maintenant, on va parler d'enregistrement invasif. Donc, je vais aller
vite sur les enregistrements invasifs parce que c'est technique et pas forcément très intéressant, mais l'idée étant qu'on a enregistré 22 patients, qu'on a eu un grand nombre de contacts qui étaient, comme vous pouvez le constater sur cette image, répartis sur la totalité du cerveau, et qu'on s'est intéressé principalement à l'analyse des hautes fréquences gamma. Donc pour les personnes qui font de l'EEG, ça vous dira peut-être quelque chose. En analyse de signal invasif, les hautes fréquences gamma, elles ont un intérêt, c'est que comme vous pouvez le voir sur cette figure, elles suivent de très très près les potentiels de champs locaux. Et pour le dire de manière moins barbare, ça signifie en fait que ça traque de très près l'activité de la population neuronale dans laquelle l'électrode est implantée. Donc tout simplement, cette haute fréquence gamma, ça nous fournit un proxy de l'activité neuronale d'une zone précise du cerveau. Donc ça va nous permettre de vraiment voir si, dans le cerveau, à certains endroits, on a vraiment ces rampes d'accumulation d'évidence. Ce qui est évidemment une des premières choses qu'on va vouloir vérifier. On s'est intéressé, on a un peu limité le sous-set des électrodes qu'on a étudiées, donc on s'est intéressé principalement à cette région, incluant notamment le cortex pariétal qui est un candidat classique pour l'accumulation d'évidence, le cortex inférieur frontal pour la même raison, et on a aussi inclus des zones qui sont un peu plus débattues et qui sont souvent considérées comme impliquées dans la métacognition, le cortex orbitofrontal, le cortex latéral préfrontal, l'insula. Et on a aussi, parce qu'on aime bien parfois se compliquer la vie, étudier des zones visuelles pour voir si on avait de l'accumulation d'évidence dans des cortex plutôt postérieurs, plutôt primaires, plutôt bas niveau, savoir si c'était un processus plutôt strictement haut niveau ou si en fait c'était réparti. Et voilà. Et donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord sélectionner un petit peu encore dans cette masse d'électrodes, tout simplement parce que vu que, comme je vous l'ai dit, on ne contrôle pas où sont les électrodes, on va avoir un grand nombre d'électrodes qui ne vont pas forcément être utiles ou impliquées dans la tâche. Et donc, on a sous-sélectionné environ 150 contacts qui ont été sélectionnés sur la base du fait qu'ils répondaient à la stimulation visuelle. Donc, ce sont des contacts qui, d'une manière ou d'une autre, désignent une zone du cerveau impliquée dans la tâche. Et ensuite, on va concentrer nos analyses sur ces contacts en particulier. Et donc la première étape a été tout simplement de vérifier s'il y avait bien de l'accumulation d'évidence pendant cette tâche dans le cerveau de nos participants, parce que même si ça a déjà été observé chez le singe et légèrement chez l'humain, ça reste quelque chose qui a été peu fait, surtout avec une telle échelle et à l'échelle de la totalité du cortex. Et de manière rassurante, oui, donc comme vous pouvez le voir sur cette figure, les électrodes, les contacts en bleu indiquent des contacts qui accumulent de l'évidence, et donc on en a qui sont répartis au travers de tout le cerveau. C'est là qu'on est très content d'avoir inclus les aires visuelles primaires, puisqu'on se rend compte qu'en fait, il semblerait que l'accumulation d'évidence soit un mécanisme qui a l'air d'être ubiquitaire dans tout le cerveau. Donc la manière dont on a sélectionné ces électrodes qui accumulent de l'évidence, c'est en corrélant l'activité neuronale de ces électrodes à chaque essai avec les temps de réaction. Et ça nous donne des tracés qui ressemblent à ça. Donc si vous comparez les essais avec des temps de réaction courts pour un contact versus les essais avec un temps de réaction long, ce que vous voyez, c'est que dans les temps de réaction courts, comme le produit un modèle d'accumulation d'évidence, l'activité neuronale augmente plus rapidement et atteint un seuil élevé plus vite. Donc ça, c'est un indicateur que c'est prédictif des temps de réaction et ça nous indique qu'effectivement, c'est de l'accumulation d'évidence. Donc là, vous avez l'exemple d'une électrode pariétale où vous pouvez vraiment voir cette accumulation d'évidence et vous avez sur la droite, vous pouvez voir un petit peu le pic qui se forme en fonction du temps de réaction. C'est quelque chose qu'on observe sur toutes les électrodes que je vous montre ici. Là, vous avez une électrode dans l'aire présupplémentaire motrice qui a le même type de signaux. Et donc, c'est un premier élément très rassurant pour nous. Il y a effectivement de l'accumulation d'évidence dans le cerveau humain et elle semblerait être ubiquitaire. Et ensuite, la deuxième étape a été évidemment d'essayer de chercher des signatures de la confiance dans nos électrodes qui sont sensibles au stimulus. Et pour ce faire, on a essayé d'évaluer le niveau d'activité high gamma. Donc, est-ce qu'il y a plus d'activité sur un contact donné dans les essais au moment de la prise de décision où les patients ont un jugement de confiance élevé ou un jugement de confiance faible. Donc ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est pour une électrode frontale. Vous avez envers l'activité neuronale pour les essais avec une confiance élevée, au moment de la prise de décision qui est incarnée par cette petite flèche, et en gris, les essais avec un jugement de confiance faible. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme on s'attendrait à le voir avec notre modèle, l'activité neuronale est significativement plus élevée sur ces essais avec une confiance élevée. Donc ça, c'est un contact qu'on considère comme reflétant le jugement de confiance. Donc il y en a un certain nombre répartis dans tout le cerveau avec des temporalités qui sont diverses. Et ce qui est intéressant, c'est que là, comparativement à l'accumulation d'évidence, on se déplace déjà vers des zones de plus en plus frontales. Donc il semblerait qu'on ait deux réseaux qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. Et la dernière étape, pour démontrer notre hypothèse, qui est quand même que l'accumulation d'évidence sert les jugements de confiance et la métacognition, c'est de voir s'il existe une superposition entre nos contacts qui accumulent de l'évidence et nos contacts
qui ont des signatures de la confiance. Et je ne vous dirai évidemment pas ça si ce n'était pas le cas. Donc on a trouvé un certain nombre de ces contacts, environ 50% des contacts qui sont sensibles à la confiance sont aussi des contacts qui accumulent de l'évidence. Donc ça c'est un premier signe extrêmement fort que notre hypothèse elle est valide. Donc sur nos 61 contacts qui accumulent de l'évidence, il y en avait 21 aussi qui portaient des signatures de la confiance et 12 qui sont des contacts mixtes. Donc effectivement, on a des électrodes où il semblerait qu'on ait des signatures de la métacognition et de l'accumulation d'évidence, ce qui est plutôt rassurant pour notre hypothèse. Donc on a une superposition partielle de ces deux réseaux. Ensuite, je vais passer relativement rapidement là-dessus, mais ce qu'on a fait, c'est des analyses qui sont similaires, mais sur des régions d'intérêt, dans l'idée d'essayer de comprendre si au niveau fonctionnel un peu plus global, si on mettait ensemble toutes nos électrodes dans les régions d'intérêt qui sont concernées, on pouvait obtenir des résultats qui sont similaires. Donc ce qu'on a fait, c'est d'abord d'essayer de voir s'il y avait tout simplement, à l'échelle de la région d'intérêt, des signatures de l'accumulation d'évidence. Et donc ça a été le cas pour 3 régions d'intérêt, qui sont le cortex présupplémentaire moteur, le gyrus frontal inférieur et l'insula, qui sont tous les 3 des candidats plutôt classiques de l'accumulation d'évidence, donc quelque chose de rassurant pour nous. Petite surprise, le cortex pariétal, qui est un site classique, n'est pas venu dans cette analyse comme étant positif, ce qui peut être attribué potentiellement à des limitations liées au fait qu'on ne contrôle pas le site de nos électrodes. Mais globalement, on a un portrait qui ressemble beaucoup à d'autres études, donc on est assez rassuré à ce niveau-là. Et maintenant, la question, c'est est-ce que dans ces zones-là, on a aussi des signatures de la confiance ? Et donc on a fait la même analyse, donc on a exploré sur toutes ces régions d'intérêt, est-ce qu'il y avait un lien entre l'activité neuronale et les jugements de confiance, et on a trouvé que dans les aires qui accumulent de l'évidence, il n'y en a que 2 dans lesquelles on a aussi une signature d'un lien avec le niveau de confiance, donc quelque chose qui à nouveau semble démontrer qu'il existe un lien entre les deux mécanismes, mais un lien seulement partiel. Et ensuite, de manière intéressante, on a trouvé qu'il y a d'autres zones qui n'accumulent pas de l'évidence, mais qui ont un lien avec la conscience, notamment des zones postérieures, ce qui est assez surprenant, comme le cortex pariétal et le cortex visuel, avec une topographie, on va dire, temporelle, qui est plutôt avec des réponses qui sont précoces par rapport à la prise de décision, et aussi des zones plus frontales, ce qui ça est plus attendu, ou dans des zones... notamment dans le cortex orbitofrontal, on a des signatures de la confiance. Donc ça, c'est un peu plus attendu, mais une nouvelle fois, on a une espèce de séparation en réseau qui est assez intéressante. Et enfin, ce sur quoi on se pensait, ce sont sur les changements d'avis. Donc quand on essaie de prendre une décision et qu'on la révise, donc là, vous avez en orange des essais classiques, donc droite ou gauche, et vous voyez en bleu le cas de figure où la personne a d'abord décidé d'aller vers la droite, et puis ensuite, au final, s'est révisée et aller vers la gauche. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, est-ce que en fait, ce changement d'avis, c'est une nouvelle session d'accumulation d'évidence ? Est-ce qu'en fait, c'est le même mécanisme que la prise de décision initiale ? Et donc, on a essayé de comparer l'activité dans toutes nos régions d'intérêt entre l'activité au moment de la prise de décision initiale et l'activité au moment du changement d'avis, et de voir s'il y avait une différence ou une similarité entre les deux. Et donc c'est ce que je vous montre là. Donc pour chaque zone, vous avez sur la gauche l'activité qui est centrée au niveau du changement d'avis comparé à une baseline, et à droite l'activité qui est centrée soit en bleu au niveau du changement d'avis, soit en orange au niveau de l'essai normal de la prise de décision initiale. Et donc ce qu'on espère voir, c'est d'avoir une activité qui est différente de la baseline, mais qui est similaire à celle de la prise de décision initiale. Donc c'est ce qu'on observe dans les zones que je vous montre là. Donc, ce que ça semble indiquer, c'est qu'effectivement, quand on regarde l'activité neuronale au moment du changement d'avis, on a à nouveau de l'accumulation d'évidence qui a l'air de se mettre en place. Donc c'est à nouveau une confirmation potentielle du fait que l'accumulation d'évidence soutient les changements d'avis, qui sont des processus métacognitifs. Donc pour faire un résumé de toutes ces informations, donc sur toutes nos régions, on a essayé de d'abord trouver de l'accumulation d'évidence. On en a trouvé donc dans ces 3 régions que je vous ai décrites. Ensuite, on a essayé de voir s'il y avait des signes de corrélation avec les jugements de confiance. Et donc là, on a découvert un réseau plus vaste avec notamment des aires postérieures. Et enfin, on a essayé de trouver des signatures au niveau cortical, des changements d'avis. Et là, on a un nouveau réseau qui se superpose presque avec celui de la confiance, mais pas exactement. Donc ça a construit un tableau assez nuancé. Donc il semblerait que, même si j'aurais eu grand plaisir à vous annoncer que les deux mécanismes se superposaient complètement, que ce ne soit pas complètement le cas. Et donc, pour conclure, l'idée, et ce qu'on retient de cette étude, c'est qu'effectivement, déjà, il existe un lien entre la métacognition et l'accumulation d'évidence, puisqu'il semblerait que les changements d'avis soient en fait de l'accumulation d'évidence suivant la décision initiale, que la confiance soit au moins en partie liée à l'accumulation d'évidence. C'est notamment le cas dans les régions frontales, qui semblent être plus impliquées et dans l'accumulation d'évidence et dans les jugements de confiance. Donc il semblerait que ce soit plutôt au niveau frontal que cette partie métacognitive va avoir lieu. Et l'activité aussi liée au changement d'avis. Donc
Il semblerait qu'il y ait en quelque sorte deux systèmes qui vont un petit peu coexister. Le premier étant celui de l'accumulation d'évidence, qui est ubiquitaire, et ensuite qui va alimenter un second système qui lui a l'air d'être plus frontal, qui est basé en partie, mais pas exclusivement sur l'accumulation d'évidence, et qui vont servir ensuite à évaluer la confiance et à générer des changements d'avis. Donc on a une espèce de second réseau frontal, et une petite subtilité intéressante dans laquelle je ne vais pas trop rentrer en détail, c'est comme je vous l'ai dit, on a des décours temporels de la corrélation avec les jugements de confiance qui sont différents en fonction des zones postérieures et frontales, et ça semblerait potentiellement indiquer qu'en réalité les zones frontales exercent un rétrocontrôle sur l'accumulation d'évidence. Donc en fait c'est pour ça que l'activité corrèle plus précocement, c'est que donc on a un contrôle de la confiance sur l'accumulation d'évidence, en plus d'avoir l'accumulation d'évidence qui va servir à supporter la confiance. Donc ça forme une espèce de boucle de rétroaction, de contrôle de la tâche initiale avec la métacognition. Et voilà, je vais juste simplement remercier les co-auteurs, l'équipe qui a permis ce projet, et surtout les participants épileptiques qui, les pauvres, ont beaucoup souffert pour que je puisse vous raconter toutes ces histoires aujourd'hui. Merci beaucoup.